Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour André. Bonjour Yves. Merci de me recevoir aujourd'hui. On se lance directement. Tu me corriges si je me trompe, hein. Mais si j'ai bien compris, dans les débuts de ta carrière, tu as été consultant ou project leader en fonction des postes en e-commerce et en ERP, hein, plus généralement, pour résumer. Mm-hmm. Et puis progressivement aussi dans l'implémentation de SAP pour différentes grosses sociétés. Exact. Et alors, en 2007, tu te dis, tiens, je vais créer Idealis Consulting. Je sais pas si c'est 2007. C'est le 5 septembre 2007, exactement. Ouais, c'est parti. Voilà. Ouais. Et alors, j'ai deux questions, du coup. Oui. La première, c'est quel a été ton fil rouge, ce qui te passionne et ce qui t'a conduit là où tu es? Parce que finalement, c'est une carrière assez orientée ERP et solutions liées à ça. Et l'autre, c'est pourquoi est-ce que tu as créé Idealis Consulting? Et au tout début, parce que les auditeurs savent pas forcément, mais que fait Idealis Consulting et quel est votre core business? Ok, merci pour ces questions. Je vais essayer d'être concis et précis par rapport à pourquoi Idealis Consulting et comment ça s'est passé. Je dirais que ça ne s'est pas passé facilement en disant voilà, j'ai une idée, je vais créer une entreprise et je vais me lancer. Donc c'est plutôt on va remonter quand j'étais un peu plus jeune, où je me souviens avec mes parents, ils me disaient toujours voilà André, d'un point de vue caractère, si tu n'es pas ton propre patron, ça va mal se passer pour toi. Et donc quelque part c'est quelque chose qui a mûri en moi, et je m'étais toujours dit après mes études, je créerai mon entreprise. Et donc, je ne sachant pas, n'ayant pas d'idée, je me suis lancé dans la consultance, en effet. Donc, j'étais engagé par une société de consultance qui s'appelait à l'époque TRW. Et donc, je me dis, en travaillant dans la consultance, je vais toucher à beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises. Et là, certaines choses vont venir. Donc, mon background, je dirais, j'ai fait des études d'ingénieur industriel en informatique. Comme ça, je plante aussi le décor par rapport à mes études. Et j'ai travaillé quelques années dans l'implémentation ERP d'une solution qui s'appelait QAD à l'époque, qui était orientée grosse entreprise, à orientation logistique et production. Suite à quelques années de boulot, j'ai pu aussi chez eux, en effet, participer à des implémentations de solutions e-commerce pour des sociétés comme Solvay, par exemple. Et ensuite, j'ai changé de boulot quelques années plus tard pour être consultant dans l'implémentation du module SAP ressources humaines. Et quand j'ai travaillé pour cette société luxembourgeoise, quand j'ai changé, ça m'a permis aussi de toucher un petit peu à tout. Donc, à savoir, je suis reparti de zéro, de développeur, ensuite consultant, ensuite responsable d'affaires. Et en ayant touché, je dirais, au métier de la consultance, ressources humaines, et en même temps à la consultance orientée logistique et gestion de production, je me sentais assez armé pour faire beaucoup de choses en fait. Et c'est pour ça que fin 2006, début 2007, j'étais allé trouver mon patron de l'époque en lui disant voilà, tiens, nous on fait des ressources humaines, ce serait sympa qu'on crée une société sur le côté pour faire d'autres services et créer des synergies et une diversification. Et donc lui, ça n'intéressait pas de créer quelque chose à côté pas d'Idealis Consulting, mais de la société pour qui je travaillais à l'époque. Et moi, j'ai envie de dire, quand j'ai eu cette idée en tête, elle ne m'a pas quitté. Et suite à sa décision franche et honnête, c'est comme ça que Idealis Consulting est né. À savoir, je me suis dit, il faut quand même créer une société, parce que je voyais bien sur ce que l'on faisait que l'on avait les ressources humaines, mais qu'on pouvait faire beaucoup plus. Et moi, personnellement, j'avais envie de faire beaucoup plus. Donc, j'avais envie de proposer des projets aux entreprises qui étaient capables d'intégrer, en effet, la gestion d'une entreprise au sein d'un logiciel de gestion, mais pas que pour les ressources humaines. Et donc, mon idée était de créer, lorsque j'ai créé Idealis Consulting, c'était vraiment de proposer pour les entreprises une intégration totale. Alors,
c'est un côté un peu fou, évidemment, de se dire ça, puisque à l'époque j'étais tout seul, donc quand j'ai démarré, c'était pas dans une optique en effet, on se positionne. Je me suis positionné en disant voilà, si j'ai une entreprise, qu'est-ce que je veux devenir? Mais quand j'étais en 2007 avec mon idée en tête, j'étais tout seul. Et donc, j'ai envie de dire que j'ai eu je sais pas si c'est de la chance, mais par opportunité, j'ai décidé de me lancer. Et quand j'ai commencé à parler autour de moi que je me lançais en tant qu'indépendant pour le projet que j'essaie d'expliquer ici, eh bien, c'est à ce moment-là que des opportunités sont venues, quoi. Et donc là, directement, parce que là j'étais tout seul évidemment, j'ai eu l'opportunité de lancer une équipe pour supporter un client dans les ressources humaines. Donc ce client est venu me trouver en me disant tiens André, voilà, j'ai appris que j'aurais besoin en septembre, donc on n'était pas encore constitué. Voilà, j'aurais besoin en septembre de 2 personnes on était en fin juin, début juillet, pour le support de ma solution, parce qu'on crée en parallèle un projet RH et j'aurais besoin d'autres personnes que pour prendre le relais pendant que mon équipe est en train de faire le projet. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me proposer? Et je lui ai dit oui, alors que j'avais personne. Donc voilà. Donc je dirais que j'ai osé me lancer dans cette aventure-là en ne prenant finalement pas beaucoup de risques, sauf le risque de décevoir quelqu'un, mais ça c'était pas non plus l'objectif. Donc j'ai pris toute mon énergie et mon petit carnet d'adresses que pour essayer de trouver 2 personnes qui avaient envie de travailler avec quelqu'un, je sais pas, je vais avoir 28, 29 ans à l'époque pour se lancer là-dedans, quoi. Voilà. Donc ça c'est le début d'Idealist Consulting, d'une société, d'une idée où je voulais lancer une société pour l'intégration d'entreprises full scope, donc périmètre tout domaine confondu. Et donc tout logiciel ou un logiciel pour tout gérer? Donc au début je m'étais dit un seul logiciel, donc c'était vraiment l'idée de faire du SAP. Okay. Donc, pour ceux qui connaissent pas, SAP, ça consiste en quoi? En 3 mots. Donc SAP est jusqu'à aujourd'hui le leader sur les logiciels de gestion pour entreprise. Donc de manière beaucoup plus simple, c'est une solution qui permet à une entreprise de gérer ses achats, ses ventes, son stock, sa production, et en gros d'être au point tant au niveau de son approvisionnement que du flux avec ses ventes, quoi. Donc ça c'est une fois qu'on a ça en place et que ça roule, ça permet à une équipe, à des équipes de communiquer avec ses clients, avec ses fournisseurs de manière efficiente et de s'assurer que la trésorerie est toujours en place, que le paiement des factures s'opère, quoi. Oui, donc ça gère de la facture aux commandes en passant par les ressources humaines éventuellement. Voilà, tout à fait. Ou les clients ou prospects et autres. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, okay. Et à l'époque... c'est ce qu'on appelle un ERP. C'est tout à fait ça, c'est un ERP. C'est un mot que j'aime pas trop utiliser parce que en fonction des auditeurs, on va dire ça comme ça, tout le monde ne sait pas nécessairement ce que c'est qu'un ERP, et donc j'aime bien préciser et dire que c'était une solution de gestion pour entreprise, quoi, vraiment pour opérer grâce à un outil informatique. Et donc tu commences en te disant potentiellement plutôt avec SAP. Exact. Donc potentiellement avec SAP, en espérant pouvoir commencer plutôt sur la partie qui était la partie logistique et gestion de stock, mais l'opportunité que j'ai eue, c'était aux ressources humaines. Donc ça me ramenait au métier que je faisais juste auparavant. Mais c'était pas grave parce que grâce à cette opportunité, eh bien, j'ai eu l'opportunité d'engager 2 personnes. Et moi aussi, en parallèle, de me trouver une mission, ce qui fait que on a démarré l'activité en septembre 2007 avec 3 collaborateurs qui avaient une mission plus ou moins long terme. Et quelque part, moi, ça m'a permis aussi de m'appuyer là-dessus pour continuer à prospecter le cœur à l'aise et aussi essayer d'engager le plus rapidement possible d'autres collègues, d'autres collaborateurs pour justement mettre le pied à l'étrier pour les autres services et l'intégration de services liés à d'autres choses que les ressources humaines, quoi. Voilà. Okay. Et quand on commence comme ça, comment est-ce qu'on trouve des clients?
Parce que c'est un peu ça le challenge. Idealist Consulting, c'est un joli mot, mais personne connaît. Exact. Donc, c'est vrai que lorsque je disais tout à l'heure, j'avais envie de créer une entreprise et j'ai commencé sur la consultance, c'est typiquement parce que j'avais pas d'idée et deux aussi, le fait de commencer à travailler, ça mène une expérience qu'on n'a pas nécessairement lorsqu'on est étudiant. C'est pas forcément le cas aujourd'hui parce que je vois vraiment pas mal d'étudiants qui se gèrent une carrière d'entrepreneur dès leurs études. Donc ça, c'est bravo. De mon époque, c'était pas spécialement le cas. Et donc, sans expérience, sans connaissance du métier, j'ai pu me faire un réseau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler beaucoup de networking, qu'il faut avoir un réseau lorsqu'on crée, lorsqu'on se lance dans une activité. Je dirais que c'est vrai que ça c'est peut-être un fil conducteur dans la gestion de ma carrière, même si c'est pas quelque chose que j'ai voulu gérer, c'est que j'ai toujours eu un réseau. Donc et j'ai toujours eu un réseau, pas avec l'idée derrière de construire un réseau qui pourrait m'aider, mais c'est parce que c'est dans ma façon d'être et grâce à ça, à la relation d'ailleurs, voilà, aujourd'hui, on est en train de discuter, mais c'était pas parce que je me suis dit, tiens, il faut que j'ai dans mon réseau Yves. Non. Oui, c'est moi qui t'ai embêté d'ailleurs. Tu m'as pas embêté, mais voilà. Et donc oui, en effet, lorsqu'on commence, comment on fait pour avoir des opportunités? La première chose, c'est en effet de s'appuyer sur son carnet d'adresses, ses contacts, ses amis, et de ne pas avoir peur de les embêter ou de les déranger. En général, si on dérange quelqu'un, il nous le dit gentiment, et si on ne dérange pas, on n'a rien perdu, on a juste plutôt gagné du temps en fait. Donc, et du coup, l'approche quand tu as quelque chose à vendre comme ça, c'est plutôt une information ou est-ce que tu dis voilà, je me lance, je fais ça maintenant, si jamais ça t'intéresse, on peut en parler, ou est-ce que tu dis voilà, je pense que ça peut t'intéresser parce que je fais ça et donc c'est déjà plus pushy, ouais. Ou juste tiens voilà, est-ce que tu as des conseils pour m'aider, je me lance dans ça, et donc là c'est plus latéral, on prend un autre axe. Je dirais que si on regarde maintenant, Idealist Consulting, 13 années d'existence. Sur ces 13 années d'existence, il y a quand même aussi une façon de faire d'un point de vue commercial. Et je dis pas que c'est la bonne solution, mais en tout cas, elle a toujours bien fonctionné pour nous. C'est de parler, quoi. C'est tout simplement de parler, et pas de parler sans écouter, mais dire voilà, aujourd'hui je fais ça. Et le fait de parler de qui on est, de ce que l'on fait et des motivations, la personne qui est en face de vous sent tout de suite si quelque chose peut se créer, s'il y a une histoire qui peut se faire, et si la proposition de service de votre concept les intéresse, ils vont essayer d'engager quelque chose avec vous. Mais je dirais que si vous sortez pas de votre bureau et que vous n'engagez pas une conversation avec quelqu'un pour savoir que le monde quelque part et même votre rue soit au courant de ce que vous faites, il y a aucune chance que ça marche. Donc je dirais que c'est vraiment avant tout de parler de qui on est, de ce que l'on veut faire, et suite à ça, certaines personnes vont y répondre. Après, on va dire que ça c'est l'opération tous azimuts, mais c'est vrai que lorsque l'on parle comme ça, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à son réseau, à ses amis, à ses connaissances, eux vont dire moi je suis pas intéressé, mais tu devrais peut-être contacter telle ou telle personne. Et ça marche. Ça, franchement, ça fonctionne. Contacter de la part de... Exactement. Mais je dirais que ça, c'est la bonne façon en tout cas, je trouvais que c'était toujours la bonne façon de faire. Et ne jamais espérer dans 90% des cas, ça ne se fait pas. Espérer, oui, je vais faire quelque chose pour toi. Voilà. C'est pas que les personnes sont de mauvaise volonté en disant oui, je vais le faire et qu'elles ne le font pas. C'est qu'en général, elles sont aussi occupées par leur day-to-day, leurs occupations quotidiennes et voilà, les desiderata de André et de son équipe vis-à-vis d'Idealist Consulting, parfois ça peut passer à la trappe. Donc, en tant que porteur de projet, il faut surtout pas s'arrêter à on m'a dit que j'allais être plébiscité au sein d'une grosse boîte qui a besoin des services comme les nôtres et attendre derrière son téléphone que ça vienne. Il y a peu de chances que ça vienne. Donc oui. Voilà. Mais donc, si je récapitule, tu as ton expérience, tu as ton idée, tu as ton client, donc tu te lances, mais derrière il faut recruter et suivre, parce qu'il faut que ça délivre pour que tu puisses avoir d'autres clients. Et donc, recruter, comment j'ai recruté les premiers collaborateurs? De nouveau. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est central, c'est par rapport aux personnes qui sont autour de moi. Et
voilà, ça c'est des gens avec qui tu avais déjà travaillé sur des projets, par exemple? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc je citerai son nom sans aucun problème. Il m'en voudra pas. La première personne avec qui j'ai travaillé, c'est un copain, c'est Julien Blavier, quelqu'un que j'avais rencontré à l'époque au tennis. On jouait dans le même club de tennis. Je savais qu'il faisait des études et que c'était quelqu'un avec beaucoup d'intelligence et qui était tout à fait capable de faire ce métier-là. Et je dis voilà, je me lance dans un projet. Tu sors de l'UNIF, t'es intéressé? Oui, non. Et l'agréable surprise, c'est qu'il m'a dit oui, et donc on a pu collaborer sur cette mission-là pendant plusieurs années. Donc ça, c'était super chouette. La deuxième personne qu'on a recrutée, finalement, elle est pas venue. Donc ça, c'était aussi un stress. Si je me souviens bien, du style, on devait commencer la mission exactement le 24 septembre. Je dis ouais, super, j'ai rempli mes objectifs, j'ai les 2 personnes et on va pouvoir le faire. Tout en sachant que moi je voulais pas travailler sur cette mission-là pour pouvoir justement rester disponible pour déjà un peu diversifier et prendre moins de risques par rapport à un client, un seul type de projet. Puis être là en backup aussi au moment nécessaire ou management. Ouais. Et donc la personne ne vient pas. Je dis c'est pas vrai. Mais vient pas le jour même ou 3 jours avant on dit finalement non. Une grosse semaine, on va dire 15 jours avant, on dit je viens pas. Peut-être parce que là justement avec le recul j'ai pas cherché à savoir, mais peut-être qu'on l'a dit les parents, tu sais, on imagine, ou les amis, quoi, tu vas dans une boîte qui existe pas, qui a 0 track record, enfin voilà, tu t'es sûr que tu vas prendre ce risque là, enfin bref, donc j'imagine que ça aurait pu être ça, ou ça n'a pas été, en tout cas de son retour, ça je m'en souviens très bien, ça ne m'intéresse pas, voilà. D'ailleurs, par après, lui a mené une carrière, puisqu'on est, par la force des choses, on est resté en contact, et il y a pas si longtemps que ça, on a eu une discussion, et il fait à peu de choses près le métier pour lequel je l'avais engagé à l'époque. Et après, on a trouvé notre deuxième employé en discutant à gauche à droite, en mettant des annonces aussi. Et la troisième personne qui nous a rejoint, c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé en effet sur un projet chez Sodexo, qui avait Sébastien Host, qui avait quitté Sodexo à l'époque, qui travaillait dans une autre entreprise, Quality Control, si je me souviens bien. Et voilà, ça a pris quelques mois avant qu'ils viennent qu'ils viennent chez nous. Et donc on était avec lui. Il a commencé chez nous le 15 janvier 2008. Voilà, donc ça a pris, ça a pris du temps. Donc je dirais que jusqu'en 2011, on a engagé pas mal de personnes qui faisaient de nouveau partie de mon réseau, et à chaque fois des personnes évidemment super intelligentes, intéressantes, et qu'il faut convaincre, quoi, de nouveau, parce que c'est un risque. C'est le début. Voilà, c'est le début. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut parler, mais il faut aussi souvent convaincre. Et prouver. Oui, ça, il n'y a pas le choix. Ouais. Si on prouve pas, ça tient pas la route, et on ne parvient pas à avoir une entreprise qui reste durant 13 années, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, Idealist Consulting, après, je vais juste pour faire le point par rapport à ce que je viens de dire, voilà, Idealist Consulting aujourd'hui, 13 années, on est 52, 53. C'est pas une très grosse entreprise, mais c'est une belle équipe, quoi. Ce sont de belles équipes avec de belles personnes, de beaux clients, et donc il faut convaincre tous les jours. Il faut toujours discuter, parler de ce que l'on fait et rester cohérent par rapport à qui on est. Et je pense que avec ça peut marcher, quoi. Voilà. Oui, donc là t'es rentré dans un autre challenge maintenant. C'est comment est-ce qu'on gère 50 personnes? Je dirais qu'avant de gérer 50 personnes, il faut d'abord se gérer tout seul. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a beaucoup de formation, donc voilà, en parlant de formation, donc ma formation, comme je disais tout à l'heure, c'est ingénieur industriel en informatique, et en parallèle et en avançant dans ma carrière, j'ai pu aussi suivre d'autres formations. Donc j'ai suivi une formation de 2 ans à l'UCL en gestion d'entreprise, et c'est suite à cette formation où je me suis lancé le cœur léger quand même dans le métier de l'entrepreneuriat, parce que clairement
il y avait des manques, quoi. Il y avait des manquements par rapport à ma formation, des manquements qui sont purement en gestion financière, comptable, gestion des ressources humaines, voilà, tout ce qui traite à une gestion d'entreprise qui ne font pas partie de notre métier de base, quoi. Donc, oui, c'est pas le métier d'expert, là, c'est le métier de gestionnaire. Exactement, le métier, ouais, c'est tout à fait ça. Le métier de gestionnaire, bon, moi, j'étais pas fait pour ça de prime abord par rapport à la formation que j'avais. Et donc, quand on démarre une entreprise ou qu'on porte un projet, ce qui est compliqué, c'est que tous les jours, c'est une nouvelle expérience, en fait. Donc, voilà, ça c'est, et encore aujourd'hui, par rapport à la croissance de l'entreprise, tous les jours, c'est nouveau, et il ne faut pas être gêné de ça, et surtout, il faut pas le cacher. Je dirais que ça ne sert à rien de faire croire que ce soit aux clients, aux fournisseurs et encore pire à vos collègues de dire je suis le champion du monde de ma rue, alors que c'est faux, que vous n'êtes même pas le champion dans votre maison. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de clair. Mais quand vous savez ça, vous savez que vous avez quelque chose à mener. Et donc c'est la formation, de l'échange, de l'expertise à essayer d'acquérir auprès de nouveaux, d'amis, du réseau qui peut donner des informations très précises. Donc quand on a ce projet que l'on veut mener à bien, eh bien, et c'est encore quelque chose que j'emploie comme exemple. Quand j'ai démarré la boîte, bien j'avais 5 ou 6 casquettes sur la tête, et plus j'avance dans l'évolution de l'entreprise, eh bien j'essaie à chaque fois d'enlever ces casquettes, ouais, pour avoir que un ou deux métiers porteurs pour l'entreprise, et donner les responsabilités, donc ces casquettes, à des personnes qui sont bien plus fortes et compétentes que moi sur ces aspects-là. Donc ça ne se fait pas, enfin en tout cas pour moi ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je conçois qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont parvenus à faire ça beaucoup plus vite que moi, mais bon, en tout cas ça a pris du temps. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose qui, gestionnaire, on ne l'est pas tous du jour au lendemain, ou alors il y en a qui ont cette formation de gestionnaire mais qui n'ont pas nécessairement la compétence par rapport à l'idée qu'ils ont, et donc ils vont devoir recruter ou s'associer avec des gens qui le sont. Donc voilà, ça c'est un peu moi c'était l'inverse, j'avais les connaissances de mon métier mais pas de gestionnaire. Et à chaque fois, à chaque moment, à chaque évolution de l'entreprise, à chaque palier, eh bien, il faut se poser les questions: est-ce que je suis le meilleur sur le métier que je suis en train de faire à ce moment-ci? Est-ce que en faisant ça, je sers bien mes collègues ou mes clients, quoi. Donc, et si la réponse à ça est non, ça veut dire que dans le temps, il faut changer. Oui, c'est ça. Peut-être pas tout de suite parce que c'est peut-être pas possible financièrement. Oui, ou financièrement, ou même parce qu'il y a juste pas les personnes. Oui, il y a pas les. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Mais en tout cas, ça c'est vraiment aussi quelque chose que Donc c'est délégué. C'est délégué, mais c'est pas. Enfin, tout dépend comment on veut interpréter délégué. Moi, je vais plutôt exprimer, c'est donner des responsabilités. Enfin, oui, c'est donner de la confiance et de la responsabilité. C'est pas s'enlever, c'est faire monter. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est mettre en confiance, en responsabilité, parce que quoi qu'il arrive, les personnes à chaque fois que j'ai essayé de recruter, en tout cas sur les premières années d'Idealist Consulting, c'était des personnes qui pouvaient aussi vivre en électron libre parce qu'ils savaient que moi aussi j'étais en consultance à 100% de mon temps, et donc j'étais pas tout le temps là derrière non plus mon téléphone que pour répondre à des questions. Mais on a trouvé un mode opératoire, ça s'est bien passé, mais au moins je savais qu'à un moment ou l'autre, quand l'entreprise allait grandir, ces personnes-là prendraient de la responsabilité sans aucun problème, et c'est ce qui s'est passé. C'est ça. Donc du coup, en fait, t'as pas ajouté d'échelon intermédiaire, c'est des gens qui étaient déjà là, qui sont montés en compétences. Tout à fait. Ouais. Parce que je pense que mettre quelqu'un entre toi et une autre personne qui est là depuis des années, ça peut être aussi mal perçu. Ça aurait été probablement mal perçu, ou peut-être plus dur à amener. En fait, ça m'a même jamais traversé l'esprit. En fait, je dis voilà, j'ai engagé des personnes qui étaient là pour qu'on crée quelque chose ensemble, quoi. C'est notre projet, puisque depuis le début, oui, on est peut-être une cinquantaine maintenant, mais on a été très longtemps 5, 10, 15, donc c'est une famille, quoi. Donc
c'est quand on voit ça comme ça, c'est dit ben voilà, les responsabilités et la croissance de la famille ne peut se faire que sur les piliers qui sont là depuis un moment, quoi, et qui connaissent l'ADN, la culture, même si tous ces mots-là aujourd'hui on peut les exprimer, en tout cas chez Disc Consulting, beaucoup plus facilement, alors qu'avant c'était quelque chose qui était implicite, tangible, mais qu'on ne savait pas réellement formaliser. Oui, qui n'était pas structurel. Ouais. Donc, et donc c'est une vision long run de l'équipe. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un marathon, comme certainement vous l'aurez entendu plein de fois dans des podcasts ou des expressions de responsables, d'entrepreneurs, de managers. C'est qu'en effet, c'est un long run. On s'entraîne pour un marathon. Enfin, on fait un marathon, on fait pas un sprint, quoi. Donc, ouais. Et alors, justement, tu viens de parler de podcast. Tout à l'heure, tu as parlé de se former pour pouvoir continuer les nouveaux métiers que tu dois rencontrer. Comment est-ce que tu te formes? Tu écoutes des podcasts? Tu as des livres à recommander qui ont un peu changé ta vision des choses? Tu as un mentor, quelqu'un qui t'aide? Ah ouais, pas mal. J'ai en effet toujours des mentors. Et des mentors, ce sont pas nécessairement des personnes qui sont là tout le temps à côté de vous, c'est aussi des exemples, quoi. Voilà. Et donc parfois ce sont des personnes que personnellement je ne connais pas, mais qui brillent de leur exemple dans la vie d'entreprise, de responsables d'équipe ou voilà. Donc ça j'ai des inspirations comme ça. Par rapport à la formation, oui, j'essayais en fait durant 6 à 7 années que tous les 2 ans de suivre un cursus soit à l'UNIF, soit en formation post-graduat. Enfin voilà, donc j'ai fait des formations à l'IAG, j'en ai fait à Solvay, j'en suis en train d'en faire une ici avec la Vlerick. Donc voilà, ça a toujours été pendant ces 6-7 premières années. De nouveau dans l'optique, j'améliore mes compétences on va dire en hard skills, quoi, gestionnaire ou même par rapport à mon métier de base. Et après, pendant quelques années, j'ai plutôt suivi des formations où je me suis fait accompagner de personnes qui étaient plutôt dans le coaching par rapport à ma personne, surtout dire voilà. André, je pense me connaître, mais bien qu'on pense toujours se connaître, avoir un avis extérieur, ça éclaire les zones d'ombre, quoi. Donc, en effet, des choses on n'est pas conscient, et donc ça a beaucoup aidé. Donc, formation importante au niveau des hard skills, mais je dirais qu'à un moment ou l'autre, dans la vie d'une personne, d'une entreprise, eh bien, c'est bien que les leaders de cette entreprise se remettent en question. Et pas qu'une fois tous les 10 ans, quoi. Ça doit vraiment se faire plus qu'une fois par an. Donc ça, c'est quelque chose que je continue à faire constamment. Et cette remise en question, ça c'est quelque chose aussi que j'ai abordé depuis toujours avec les collègues. C'est que on a eu toujours cette parole très franche, et aussi que j'avais pas spécialement envie d'avoir des bénis oui. Donc si j'ai une connerie, il me le disait sans aucun problème. Et encore aujourd'hui, quand on a de nouveaux collaborateurs et qu'ils voient les anciens comment parfois ils me parlent, ils sont un peu surpris, et on voit bien que c'est un peu bizarre. Je dis tiens, comment on peut parler comme ça à un responsable d'entreprise? Mais non, c'est parce que ça fait avancer les choses, quoi. Parfois c'est vrai qu'on a du trash talking, mais rien de bien méchant. Et donc formation, coaching, en termes de bouquins, je sais pas, je vais en donner 2 ici. Qui pour moi était vraiment vraiment bien. C'était The Hard Things About Hard Things, si je le dis bien avec mon anglais franco-belge. Mais donc vous irez voir, c'est de Borowitz, et c'est le fondateur de Netscape. Donc pour ceux qui ont mon âge, ils se souviennent de qui est Netscape. Pour les plus jeunes, je vais juste faire un petit rappel historique. C'était le concurrent à l'époque d'Internet Explorer, et c'est eux qui ont forcé Microsoft à retirer Internet Explorer de la version native de Windows. Et donc c'est le fondateur de cette entreprise-là, mais il en a fondé d'autres, et il explique comment, au travers de ce bouquin, comment être un CEO, quoi, en fait.
mais un CEO d'une boîte qui est quand même bien plus loin que celle d'Idealist Consulting, à des niveaux beaucoup plus grands. Et il explique toutes les difficultés qu'il a eu à gérer cette boîte qui était au bord de la faillite, quoi, en fait. Et c'est lui le fondateur ou c'est celui qui est arrivé en cours de... C'est fondateur et CEO et oui, fondateur. Ça, ouais. Et donc c'est vraiment passionnant parce que il parle aussi bien de la gestion financière que de la gestion des direct reports, donc des membres d'équipe, de la gestion des ressources humaines, enfin de la gestion des fournisseurs. C'est fabuleux, quoi. C'est un bouquin, c'est pas très épais, c'est 350 pages. Les 60 premières pages sont compliquées parce que bon, il nous explique tout l'historique de sa boîte. On se dit à un moment on s'en fout, mais en fait c'est ce qui plante le décor et c'est ce qui fait que ce bouquin et qu'on comprend derrière tous les autres. Voilà. Et alors après il y a un bouquin qui est plus gentil, on va dire, mais qui amène beaucoup d'informations par rapport justement à l'aspect coaching et qui permet aussi de se poser des bonnes questions. C'est je crois que le bouquin, le nom, c'est les 7 habitudes des gens qui réussissent. Alors, ce bouquin, on me l'a donné il y a quelques années. Déjà, rien que le titre, à l'époque, je me souviens qu'on me l'avait donné. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Mais au final, il s'avère que c'est quand même une belle chose. Voilà. Et alors, un autre bouquin aussi qui m'a beaucoup plu, c'est le livre qui a été rédigé sur l'histoire de Nike par le patron, évidemment, de Phil Knight. J'ai oublié le nom du livre, mais donc en gros, c'est sur Nike et c'est juste fabuleux parce que c'est un peu romancé, mais on se dit waouh, Nike, qui est une success story de dingue, mais au final, elle passe par toutes les difficultés qu'une jeune entreprise a ou vit encore jusqu'à un succès fabuleux. Donc ça, c'est vraiment voilà, en exemple trois beaux bouquins. Et je mettrai les titres dans les commentaires. Ça marche. Dans le commentaire. Ouais. Et alors quelque chose qui est assez bien représenté avec le livre de Nike, je sais pas si tu l'as lu, mais c'est tout ce qui est... Bon, évidemment, moi je vais parler ici des problématiques que nous on a rencontrées avec Idealist Consulting, mais c'est la gestion de la trésorerie, la gestion du cash, et évidemment la relation qu'une entreprise doit ou souhaite avoir avec ses partenaires financiers. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est... Même si parmi toutes les formations que j'ai eues où on dit cash is king, gestion de la trésor, c'est ce qui est le plus important, machin, ben quand on n'est pas confronté au problème, tant qu'on n'est pas confronté au problème, c'est difficile de le palper, de s'imaginer, quoi. Voilà. Ah oui, avec les questions de TVA aussi et les questions de c'est donc ça, je reviendrai après sur cette réflexion-là. Donc le premier point, un des premiers points, c'est vraiment cash is king et l'autre sujet, c'était aussi un conseil qu'on m'avait donné, c'était que je n'ai pas suivi à l'époque, que j'essaye de suivre du mieux que je peux maintenant. C'était de dire, mais quand tu n'as pas besoin d'argent, demande de l'argent. Et donc en fait, ce qui se cache derrière ça, bien, c'est que quand tu as besoin d'argent et que tu demandes de l'argent, tu l'as pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand tu n'as pas besoin d'argent et que tu demandes de l'argent, on trouve toujours des partenaires financiers qui sont prêts à se mouiller avec une entreprise qui n'a pas besoin d'argent, puisqu'au final, ils ne prennent, entre guillemets, pas beaucoup de risques. Et quand une entreprise a besoin d'argent, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à en trouver. Alors, je voudrais quand même mettre des nuances par rapport à... Il est quand même beaucoup plus difficile d'en trouver. Aujourd'hui, pour Idealist Consulting, c'est pas spécialement compliqué de trouver de l'argent maintenant parce que on a un historique, on a tout ce qu'il faut. Et quand bien même, imaginons que dans 2 ans, je n'en sais rien, ça ne se passerait pas bien, on serait capable de trouver de l'argent parce que on a des clients, on a une équipe et tout ce qu'il faut. T'as un historique, t'as des relations long terme avec les banques, tout le monde te connaît, quoi. Mais quand on est dans le mode encore un peu start-up et qu'on n'est pas encore au niveau de la scale-up, c'est compliqué de demander de l'argent quand on n'a rien. Surtout sur des sociétés de services où c'est de l'immatériel, donc des partenaires financiers, que ce soit des banques ou des investisseurs, mais enfin surtout les banques là ici en l'occurrence peuvent pas se raccrocher à de l'immobilier, chose qui représente une garantie pour eux. Donc voilà, donc dans ce bouquin-là, c'est assez bien exprimé, cette problématique du cash
qui est une problématique que toute entreprise, je pense en tout cas quand j'en parle avec d'autres personnes ou d'autres entrepreneurs, ont connu à un moment ou l'autre. Et nous, quand on l'a connu en 2011-2012, c'était vraiment une situation compliquée parce que la société était super rentable, mais on n'avait pas d'argent, quoi. Oui, parce que forcément, tu embauches quelqu'un, donc tu le payes pendant 2-3 mois. Puis il est facturé, et puis les gens payent, et donc le temps que l'argent revienne alors que toi tu l'as déjà sorti. Ouais, voilà. Donc toute cette gestion de cash, c'est quelque chose où c'était pas si évident à cette époque-là. C'est quelque chose maintenant qui est sous contrôle, mais voilà, c'était pour nous compliqué. Ouais. Chouette. Voilà, donc ça c'est pour les livres, enfin, comment moi j'aborde les choses par rapport à ma personne au niveau de la gestion de ma carrière, je dirais, et aussi un élément important, c'est vrai qu'on l'a pas abordé, mais en tout cas, c'est de savoir ce que l'on veut, quoi. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour moi le plus gros driver de l'entreprise, c'est que depuis tout le début de l'activité, j'ai toujours su ce que je voulais faire pour cette entreprise, pour ce projet. Et donc, de nouveau, comme j'expliquais en tout début de l'entretien, c'est de parler de ça. Et forcément, des gens vont être aussi intéressés par ce projet. Parce que s'ils sont intéressés, ça devient leur projet aussi. Et donc, on construit une histoire comme ça. Mais il faut toujours que ce projet soit le projet d'une équipe et qu'il reste toujours en phase aussi avec ce que vous avez envie de faire, quoi. Parce que un moment, si c'est plus à l'image de ce que vous voulez faire, parce qu'ici je parle de moments qui sont super, c'est gai, quoi. Idealist Consulting, 13 années, 50 collaborateurs, on vit nos 3 plus belles années de croissance, mais il y a à côté de ça, même durant la croissance, durant l'engagement, les nouvelles missions, c'est dur, quoi. De nouveau, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un marathon. Dans le marathon, il y a des moments où c'est vraiment très compliqué de gérer. Et donc, si vous n'êtes pas 100% motivé par votre projet parce que d'une manière ou d'une autre, vous en êtes écarté de l'essence même de ce qui était le vôtre au début, ça peut être vraiment problématique. Et là, même pour un entrepreneur, se dire mais pourquoi je fais ça, enfin ça pourrait être ce cas-là, quoi. Enfin, en ce qui me concerne, ça ne l'est pas. Mais plein de fois, je me suis dit mais pourquoi je me mets Oui, pourquoi je me mets dans des emmerdes comme ça? Voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est par moment, on se l'explique pas. C'est sûr que quand on discute avec des connaissances, des amis qui sont passionnés aussi par leur métier, mais qui sont pas nécessairement dans une création, dans une gestion d'entreprise. Ils voient bien que pas nécessairement tous les week-ends vous êtes disponible. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus facile, mais durant les 7-8 premières années de la boîte, c'était pas du tout le cas. Donc, j'essaie de me rendre le plus disponible possible, mais on n'est pas tout le temps là non plus. Donc, c'est vrai que, en tant que responsable d'entreprise, c'est un enfant, quoi, créer sa boîte. Et donc, oui, vous y consacrez beaucoup de temps, et donc, à cause de ça, il y a des personnes que vous allez voir moins souvent pendant une période de votre vie, et donc renoncer aussi à ça, ça veut dire qu'il faut être vraiment sûr du projet qu'on porte, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça qui te motive tous les jours quand tu te lèves le matin, tu te dis oh, ouais, j'y vais parce que je sais pourquoi. En fait, j'y vais parce que c'est ma vie, quoi. Voilà, il y a pas de distinction entre l'André, la personne que je suis au niveau de ma vie privée et de ma vie professionnelle. Ceux qui travaillent avec moi depuis maintenant un paquet d'années le savent, quoi, que voilà, si tu me croises dans la rue avec ma femme et mes enfants, et ici, ce sera la même personne, je joue pas de rôle, quoi. Donc voilà, donc c'est ma vie, et donc ça voudrait dire que si j'étais pas motivé le matin, j'aurais un problème de fond avec moi-même, en fait. Là, tu te sens à ta place. Complètement, ouais, complètement. Et tu parlais justement de ta vie de famille. Tu dois renoncer, juste prioriser certaines choses, et donc c'est parfois difficile vis-à-vis des amis, mais vis-à-vis de la famille, comment est-ce que tu réussis à trouver un équilibre, s'il y en a un, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde non plus. Ça l'est toujours pas, donc te dire que tout est facile, non, ça, en effet, ça ne l'est pas.
Je pense que la chance que j'ai, c'est que j'ai lancé la société quelques mois avant la naissance de mon second enfant, de mon fils, et ma fille avait quelques mois. Et donc, eux ont toujours été imprégnés dans ce mode-là, dans mon mode de vie. Et Anne-Catherine, ma femme, elle, oui, au début, ça n'a pas été très facile non plus parce que quelque part, au début, c'était pas son projet non plus, quoi. Donc, par la force des choses, ce projet lui a été imposé. Et donc, maintenant, elle le vit bien, même si parfois, elle me rappelle à l'ordre, mais c'est pas si facile que ça. Voilà, quand on rentre, je sais pas moi, il est 20h, 21h, et que pour vous, ça vous paraît normal, et qu'on vous dit, mais non, t'as vu, tous les autres, ils rentrent beaucoup plus tôt que toi, comment ça se fait? Et il y a aucun argument face à ça. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, on essaie de s'organiser différemment, mais ça se passe très bien, mais c'est sûr que ça n'a pas été facile tous les jours. Ouais. C'est une attention de tous les jours. C'est une attention de tous les jours, et c'est pas nécessairement lié au fait d'être entrepreneur. Je vois bien aussi d'autres personnes qui n'ont pas ce statut-là, qui sont salariés, si on veut parler de statut, mais qui vivent leur vie professionnelle comme moi je vis la mienne, et donc ils n'ont pas cette distinction vie professionnelle, vie privée, et c'est compliqué parce que à un moment on peut se faire bouffer par cette vie-là et passer à côté d'autres choses. Mais je sais pas si c'est passer à côté d'autres choses, quoi. Donc c'est trouver le juste milieu, c'est pas simple tous les jours, quoi. Surtout, voilà, parce que c'est la passion, quoi. Voilà. Et donc, quand la passion est là, et la famille aussi, et choisir c'est renoncer. Et donc c'est pas de dire que je suis pas en train de dire que je renonce à ma famille, loin de là. C'est pas du tout le cas, mais parfois je dois renoncer à ma passion qui est le boulot. C'est pas si simple que ça. Voilà. Oui. Et encore pire ici durant les phases du Covid où on était tous confinés, où la distance entre le boulot et plutôt entre son lit et son bureau est très courte. Donc au final, là, se mettre des limites à nouveau dans ce temps vie de famille, vie professionnelle, c'était pas si évident que ça non plus de nouveau. Oui, en sachant que du coup, tout le monde a dû adapter ses horaires, donc ça élargit la plage horaire aussi. Ouais. Donc voilà, en tout cas, si jamais quelqu'un a une solution miracle, je suis preneur. Oui, moi aussi. Et est-ce que tu as eu des vrais obstacles, des vrais je sais pas comment dire, mais des vrais défis dans ta carrière, des choses qui tu te dis... Ça, franchement, je suis assez fier d'avoir réussi à le surmonter. Je parle pas forcément d'échec parce que je pense qu'un échec est toujours un apprentissage. Mm-hmm. Mais des défis, comme je disais, il y en a tout le temps. Le défi de créer une équipe, c'est pour moi le projet où je suis vraiment le plus fier parce que c'est pas simple. Ce que je veux dire par là, ce qui n'est pas simple, c'est que avant de créer une équipe, on ne sait pas ce que c'est. Donc quand on le fait, eh bien oui, on se rend compte que c'est pas comme on apprend, je sais pas moi, dans une formation où on va chez le notaire, on crée une entreprise et puis on recrute des gens et puis tout va se passer comme sur des rails. Non, ça se passe pas comme ça. Donc à chaque fois, il faut s'investir. Donc l'investissement vis-à-vis de la création d'une équipe, ça c'est pour moi c'est chouette, quoi. Vraiment. Et aujourd'hui, quand on voit les recrutements qu'on a réalisés en 2020, donc on a recruté 16 personnes, ce qui a représenté une croissance de 40%, un peu plus de 40% en 2020. Ouais, c'est une belle performance. Ouais. Et c'était chouette parce que on s'est pas perdu en chemin. Et donc c'est quelque chose où on a conservé notre ADN, quoi. Et ça c'est vraiment ça pour moi c'est une fierté en fait, et de me dire qu'aujourd'hui, même si il y a des collaborateurs avec qui je ne travaillerai probablement jamais. Donc si tu veux un moment
pendant très longtemps, même si j'étais responsable de l'entreprise et fondateur d'Idealist Consulting, eh bien, il s'est avéré que j'étais consultant pour mes collègues, donc qui géraient un projet, qui étaient responsables de projet. Donc voilà, c'était entre guillemets, on va dire les rôles et responsabilités étaient inversés. Ouais. Et donc bon voilà, il y avait pas mal de collaborateurs maintenant, ça ne se passera jamais, mais je sens bien que ça pourrait se faire sans aucun problème parce que le je sais pas moi, le socle est là. Oui, la dynamique restera la même. Ouais. Et donc ça c'est pour moi c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier parce que parfois, dans discussion, on parle des résultats de la boîte. Voilà, les résultats de la boîte, c'est quelque chose, mais c'est de nouveau qu'un résultat, quoi. Donc c'est le produit d'un travail. Et donc une équipe, pour moi, ça fait partie du facteur, quoi. C'est le partie, je sais pas moi, pour parler de mots un peu plus, j'aime pas bateau, mais voilà, c'est le facteur du succès, quoi. Et alors aussi quelque chose que je suis vraiment très fier et j'adore ça, c'est et ça fait partie de moi, le relationnel. Mais c'est quand je vois les relations qu'on a réussi à créer avec certains de nos clients, c'est génial, quoi. Je veux dire, parce que vraiment la dynamique lorsqu'on lance une entreprise, c'est une chose, mais après quand on doit livrer nos clients, c'est aussi autre chose. Donc c'est sur le papier, c'est une phrase et ça a l'air facile, mais dans le temps, ça prend beaucoup de temps. Et dans la gestion du changement, eh bien, c'est quelque chose qui est compliqué pour nos clients parce que quand ils changent de solution pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est changer d'habitudes, de façon de faire, et donc on passe par des périodes tendues de tension dans la relation client-fournisseur. Et mais après, une fois que cette gestion du changement est passée et que nous on a essayé du mieux qu'on peut accompagner nos clients, alors là après la dynamique elle est fabuleuse, quoi. Moi je la vis malheureusement de moins en moins puisque je ne suis plus sur projet, mais à l'époque c'est des souvenirs vraiment fabuleux. Maintenant j'ai par contre le loisir et le plaisir de discuter aussi avec nos clients, mais sur le résultat de nouveau des projets que les équipes ont réalisé. Donc voilà, d'avoir le retour aussi de nos clients qui disent voilà, c'est génial ce que vous faites, c'est vrai qu'on en a bavé, c'est vrai que c'était compliqué, c'est vrai que parfois on a eu je sais pas faire le truc guimauve, des écarts sur ce qui a été vendu, ce qui a été réalisé, mais au final c'est fabuleux. Et ce qui ressort souvent dans le résultat des coups de fil que je donne comme ça, c'est la proximité que les équipes arrivent à créer avec nos clients, et voilà, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est ça la fierté d'avoir une équipe comme ça, même qui si moi je travaille plus sur projet, j'ai le sentiment qu'elles font comme quand c'était entre guillemets si je veux être un peu nostalgique, ma belle époque où j'étais encore sur projet, mais bon, maintenant je suis sur d'autres projets pour Idelist Consulting, donc c'est un peu différent, mais voilà, cette dynamique là de travailler avec le réseau, les amis, les connaissances, des personnes qui ne sont pas des connaissances, qui sont des clients, mais qui par la force des choses et la vie le deviennent. Ça c'est vraiment fabuleux, quoi. Et donc si on cherche, si tu as éventuellement d'autres on parlait de secrets de la réussite, mais si t'as d'autres idées, d'autres comme ça, donc je vois il y a l'équipe. T'as parlé pas mal de networking et de réseau autour de soi. Je comprends que c'en est un autre. Est-ce qu'il y a un autre aspect assez fondamental pour toi, comme ça, pour te dire, voilà, comment est-ce qu'on peut avancer plus sereinement? Ok, donc sereinement, c'est en effet aujourd'hui, je suis serein face à certaines difficultés que l'entreprise et aux problèmes auxquels elle doit faire face, mais ces problèmes qu'on a aujourd'hui, si je les avais eus il y a 6-7 ans, j'aurais pas été serein comme je ne l'ai pas été. Donc la sérénité, elle vient aussi avec l'expérience. Et donc comment faire pour rester serein quand
quand on n'a pas cette expérience, je dirais qu'il y a vraiment quelque chose qui pour moi m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas céder face à la peur. Ça c'est la peur, il y a rien de pire, quoi. Et vraiment parfois même quand j'ai peur de me dire que ça ne va pas bien se passer, et bien là je réfléchis à un conseil que j'ai eu d'un ami qui me dit mais de toute façon si tu te mets dans les dynamiques pour faire que tout se passe bien, ça va bien se passer. Et donc ça m'enlève cette peur. Et donc voilà, quand j'ai peur, je me dis mais tiens, qu'est-ce que je dois faire en fait. Et ça m'aide, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment. Donc il y a les compétences par rapport à avoir, par rapport à l'idée que l'on a pour lancer son projet. Il y a le réseau, il y a les formations à suivre. Et dans l'adversité, ne pas avoir peur, c'est clé, quoi. Ouais, donc c'est pour pas avoir peur, si je comprends bien, c'est décortiquer le problème et se dire bon bah en fait il y a des solutions que je vais essayer de mettre en place. Ouais. Donc en effet, c'est décortiquer le problème, et lorsqu'on ne sait pas comment le faire, eh bien en fait c'est con, mais il faut en parler, quoi. Il faut en parler. Donc il faut parler de ces problèmes avec des personnes de confiance, que ce soit ses collègues, enfin des personnes qui parfois même n'ont pas la connaissance que pour enlever cette crainte, cette peur, enfin plutôt cette peur, parce que une crainte, on peut craindre des choses, mais c'est pas pour autant qu'on a peur face à ça. Et le fait d'en parler, comme je dis toujours, ça enlève les cailloux des chaussures, quoi. Et donc on a peut-être encore quelques cailloux, mais on peut continuer à avancer et ça fait moins mal qu'avant la conversation qu'on a eue avec la personne. Donc voilà, il faut en parler et éviter la peur. Et quand on a peur, c'est en effet de conserver cet esprit analytique. Voilà. Ça a l'air facile comme ça, mais voilà, ça ne l'est pas. Il faut trouver les bonnes personnes avec qui en parler aussi. Oui, donc c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de mentors. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de nouveau de ces personnes qui pour moi aujourd'hui sont des mentors, sont devenus des amis, des copains. Je sais pas comment, j'avoue, je vais pas chercher, mais il se fait que oui, ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, mais qui ont une compétence, qui m'aident, quoi. Voilà, qui m'aident, qui ont une expérience, et parler avec ces personnes comme elles parlent aussi avec moi aujourd'hui, donc ça c'est chouette. Ça aide. Donc oui, il faut s'entourer de personnes de confiance, mais j'ai envie de dire pas nécessairement. Je vais pas dire confiance, oui, mais pas nécessairement. Donc au tout début de l'activité, en 2008-2009, je me souviens que je m'étais inscrit au Cercle du Lac, ici à Louvain-la-Neuve, et pas dans une dynamique qu'on pourrait le croire pour commercial. C'était plutôt une dynamique, tiens, là je vais rencontrer des entrepreneurs, et donc rien qu'à écouter ce qu'ils disent, ou des problèmes qu'ils font face, bien à un moment ou l'autre, ces problèmes vont aussi être là devant moi. Comment je vais les gérer? Et donc j'étais là dans une phase, je vais écouter, et forcément à un moment ou l'autre je vais connaître des gens, des personnes, et si j'ai ces problématiques-là, bien je pourrais prendre mon téléphone ou leur envoyer un email en disant tiens, j'aurais besoin de te parler 5 minutes parce que j'ai un problème. Et en général, les gens sont gentils et répondent. Voilà, et répondent. Donc ça m'a très 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 souvent aidé, et ça m'aide encore aujourd'hui. Donc pour parler de mentor, un ami donc qui n'était pas un ami avant, qui est client aujourd'hui, qui n'était pas client avant. Enfin, voilà, tu vois la dynamique. Et c'est quelqu'un qui a créé plusieurs entreprises, qui a cette capacité à monter des entreprises, à les faire grandir et à mettre une structure, et surtout de créer des équipes commerciales. Eh bien, je dis mais voilà, moi j'ai jamais créé d'équipe commerciale. Comment on fait? C'est quoi le driver qu'il faut pas perdre de vue pour réussir à créer des équipes commerciales? Voilà, tu vois, c'est ça en fait. Et donc cette dynamique là, eh bien, je me dis, comme
j'étais tout à l'heure, j'ai plein de casquettes et à chaque fois j'essaye de m'en enlever. Eh bien, parfois, tu peux pas t'enlever la casquette de dire, à un moment, tu dois gérer ta boîte, mais tu sais pas spécialement comment faire certains aspects. Eh bien, il faut trouver les personnes qui peuvent t'aider. Mais il faut pas perdre de vue non plus que un conseil, c'est une chose, mais après, il faut l'exécuter, quoi. Voilà. Et exécuter, évidemment, c'est ce qui reste le plus compliqué si on sait pas ce qu'on veut faire de nouveau, si on n'a pas une direction, voilà. Après là, on va revenir sur des choses que l'on a appris quand on a suivi l'une ou l'autre formation, à savoir la vision, c'est quoi la mission de ton entreprise, les valeurs, voilà. Donc tout ça, je dirais, ça a fait beaucoup de sens pour moi, pas au début de l'entreprise, quoi. Je me souviendrai toujours avoir créé mon site web où j'avais mis cette page avec la vision, la mission, les valeurs. Et j'ai pas peur de le dire, les valeurs, c'était du market bullshit, quoi. Je veux dire, du marketing. C'était ce qui, moi, me paraissait être bien comme valeur, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, donc si on est le 1er ou le 2 mars, aujourd'hui, cette page n'existe plus sur notre site internet. Et on va la remettre en place d'ici une semaine ou deux, avec vraiment notre vision, la mission et les valeurs qui sont vraiment les valeurs de l'équipe, quoi. Qui émergent de l'équipe. Exactement, ce qui représente. Et ça fait beaucoup de sens. Et grâce à ça, on peut faire beaucoup de choses, évidemment. On peut parler avec ses partenaires, avec ses clients, pour dire voilà qui on est, ce que l'on fait. Et donc, si c'est ça qui vous intéresse, oui, essayons de créer cette histoire ensemble. Si c'est autre chose et nos valeurs, si elles sont pas alignées avec les vôtres, voilà, ça sert peut-être pas à grand chose d'aller voir plus loin que ça, parce qu'il y a peut-être des aspects d'incompatibilité de personnes, tu vois. Et même chose quand tu recrutes. Quand tu recrutes, tu dis voilà, ça c'est nous, et tu peux l'exprimer au travers d'exemples, parce qu'avant on n'était pas spécialement capable de faire, tu vois. Voilà, ça c'est les belles choses de la mission, la vision et des valeurs. Et pour certains, c'est vrai que je suis peut-être plus lent que d'autres, mais je pense que pour moi au début ça ne voulait rien dire, en fait. C'était juste quelque chose qui a été couché dans un syllabus, et je dis ouais, ok, mais en fait ça compte pour beaucoup. Ouais. Et tu disais oui, du coup il y a plein de bonnes idées, mais ensuite il faut concrétiser. Comment est-ce qu'on gère ses priorités? C'est tout doux, parce que quand on est à la tête d'une entreprise qui se lance, c'est infini. Ouais. C'est infini, surtout que une des problématiques d'Idealis Consulting, mais ce qui est aussi une force, c'est paradoxal, mais c'est que moi j'ai toujours cherché la diversification. Je ne voulais pas prendre un risque à terme par rapport à l'activité de l'entreprise, de me dire ok, on est expert sur quelque chose, mais d'une niche qui vit bien un moment, mais avec la saisonnalité ne ferait que ça ne marche pas durant quelques années à un autre moment, et donc on se retrouve avec une entreprise qui n'est plus rentable, et c'est une catastrophe. Et donc la diversification. Donc par rapport à une diversification, j'ai fait un choix de service, et puis ça c'était au début, et ensuite avec l'équipe, on a décidé de ce que on voulait faire, et donc en disant mais voilà, tiens, ça ce serait bien, est-ce que ce serait bien de faire ça? Oui, non. Ce serait bien de faire ça? Oui, non. Ce serait bien de faire ça? Oui, non. Une fois qu'on a je dirais la vue générale, eh bien là par contre c'est mon rôle de dire ok, on va plancher sur une stratégie. Et donc plancher sur une stratégie, c'est de dire voilà, on s'est donné trois targets, 3 cibles, et on va essayer d'y arriver sur j'ai rien inventé là-dessus, sur des périodes de 3 ans. Donc voilà, tous les 3 ans on se réoriente. Et depuis 2019, là par contre j'ai quand même changé quelque chose, c'est que j'ai fait une vision qui était un peu différente, qui était sur 10, 5, 2. 10 ans pour dire voilà la grande direction, et après les
les projets et les missions stratégiques sur les 5 et 2 prochaines années qui donnent le court et le moyen terme. Et donc, il faut, quoi qu'il arrive, choisir. Il n'y a pas le choix. Donc, surtout quand on est dans des sociétés de services où il y a beaucoup de belles personnes qui constituent une équipe, qui ont une intelligence qui est là, qui écoute, qui voit les opportunités. Donc, évidemment, quand on est dans une entreprise comme Idealist Consulting où les personnes peuvent entreprendre ou être des intrapreneurs pour avoir un vocabulaire du moment, bien c'est sûr qu'il faut absolument limiter, quoi. Il faut limiter dans le temps. Donc ça veut pas dire qu'on ne va pas le faire à un moment, mais il faut dire ok, pour cette période de 3 ans, on va pas le faire. Ou alors si on fait quelque chose qui change la stratégie, ça veut dire qu'on va devoir laisser tomber un projet, quoi. Voilà. Mais il faut se donner une ligne directrice par rapport à une stratégie, c'est clé, quoi. C'est clé. C'est ce qu'avait fait ton ancien boss finalement. Tout à fait. Donc lui voulait rester sur une stratégie par rapport à ses compétences et à son métier dédié à la consultance ressources humaines, alors que moi je voulais une intégration totale. Et après, on a diversifié aussi sur les solutions qu'on met en place avec Idealist Consulting, à savoir on a commencé sur SAP au début. Maintenant, depuis un paquet d'années, parce que le temps passe malheureusement trop vite, on fait Odoo également. Voilà, donc ça c'est pour le scope qui est ancré dans les services d'Idealist Consulting et dans les 2 et 5 prochaines années. Donc cette année-ci, par exemple, c'est un projet qu'on avait à cœur depuis un moment, mais qu'on ne sait sortir que maintenant. Bien, au second semestre, on va lancer une unité par rapport à tout ce qui est data science et intelligence artificielle. Donc on a 2 collaborateurs qui vont nous rejoindre sur ce sujet-là. On a commencé à, tu vois, d'une société de service à créer des produits ou des projets préconfigurés, donc qui se rapprochent du produit pour nos clients, pour essayer d'aller plus vite sur l'intégration de la solution et donc d'amener une réduction aussi budgétaire sur ces. Oui, c'est ça, parce que du coup c'est collectivisé entre guillemets. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc on a l'année dernière, on a financé un projet sur ce qui s'appelle Smart Biotech, et on en a plein d'autres comme ça. On en a 3 autres qui vont sortir en 2020. En 2021, on va ouvrir d'autres régions. Enfin voilà, tu vois. Donc on plante le décor comme ça, petit à petit, avec différents projets, différentes stratégies. Évidemment, plus l'équipe grandit et plus c'est facile d'adresser des projets. Évidemment, lorsqu'on est 5-6, bah, il y a un choix qui est limité à la capacité de production, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà. Top. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des différentes choses. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu te dis, tiens, ça pourrait. Oui, c'est quelque chose qui est lié un peu à la peur, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que il faut pas avoir peur de se lancer. Voilà, ça c'est vraiment. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé durant les années des années 70 aux années 2010, où la création d'entreprise était quelque chose qui était quasiment uniquement dédié à une espèce de casse, je sais pas comment le citer, ou de fou, et malheureusement avec une connotation négative, alors que c'est sûr que entreprendre c'est pas évident, mais c'est tout aussi compliqué, je dirais, que de gérer sa carrière professionnelle avec en tant qu'employé pour une entreprise. Donc c'est exactement la même chose, sauf que on a construit un système éducatif, je dirais, qui voulait favoriser la création de cerveaux pour des secteurs, et on a oublié de créer des écoles qui créent des cerveaux pour l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que je le vois bien par rapport aux personnes que l'on recrute aujourd'hui. Des choses ont changé. On voit bien aussi que par rapport ces candidats, il y a une volonté, en effet, de rejoindre une équipe comme Idealist Consulting, parce qu'ils disent, ah tiens, je pourrais lancer mes propres projets en atténuant le risque
parce que je le fais au sein du Idealist Consulting. Donc, on a créé des produits grâce à ça. Mais je vois bien aussi que il y a un paquet de startups qui se sont créées là ces 10 dernières années entre 2010 et 2020 avec des écosystèmes qui étaient prêts à financer ces entreprises. Donc tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui on est dans un écosystème où il faut plus avoir peur de se lancer, quoi. Ça c'est nouveau. La peur, ça cristallise, ça empêche d'avancer. Et j'ai presque envie de dire si quelqu'un comme moi a réussi à lancer une société durant 13 ans, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Oui, c'est que tu es humble. Et, oui. Et si c'était à refaire, tu referais quoi différemment? Si c'était à refaire, rien en fait, rien. Même pas te lancer plus tôt, puisque visiblement, faut juste pas avoir peur. Ben, j'aurais bien voulu le faire plus tôt, mais c'est juste que j'avais pas l'idée ou ni l'opportunité de le faire. Donc, je pense qu'à un moment, quand vous avez une idée, si elle est pas mûre, vous lancerez pas. Et quand cette idée sera mûre, elle vous empêchera de dormir, et là vous saurez que c'est le moment de le faire, quoi. Et que si vous ne le faites pas, malgré toute cette excitation qui vous prend, cette bouffée de chaleur, et malgré tout ça, vous n'écoutez pas votre corps, il y a un souci, quoi. Il y a un souci, vous allez être malheureux si vous faites pas ça. Voilà. Donc non, je ne changerai rien. Ça, je trouve que c'est une chance, quoi. Vraiment, c'est pour ça que je dis il faut pas avoir peur de se lancer, et parce que ça apporte tellement de choses. Et quand vous vous lancez, parce qu'ici je pense à la boîte, on a l'opportunité, tout le monde a l'opportunité de faire quelque chose qui l'intéresse à un moment ou l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si elles ont un projet, elles m'en parlent, ou elles en parlent à des collègues, et puis on a cette dynamique de groupe dans la boîte où si quelqu'un a une idée, peut lancer un groupe. Ce groupe va définir d'un scope, des initiatives, et va voir ce que l'on peut faire sur base de cette idée. C'est un peu comme ça que sont venus des projets ou des solutions au sein de la boîte, qui ont été après commercialisés vis-à-vis des clients, quoi. Donc et donc ça, c'est une flamme, quoi. C'est une flamme quand on suit ses idées, ses projets, qu'elles soient en mode entrepreneur ou en mode intra. C'est assez fabuleux, quoi. Voilà. Top. Bon, eh bien André, merci beaucoup. Merci aussi. Et pour ceux qui nous écoutent, vous aurez compris maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, il suffit, il n'y a plus qu'à. Et c'est difficile, mais c'est à la portée de tout le monde, en tout cas. Voilà. Et faut découper l'obstacle. Exact. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner, et à bientôt sur Mentor Stratégie.